c'est précisément un rapport qui vise, donc le titre « Pour une justice commerciale rénovée et réhabilitée », c'est un rapport qui n'est pas un rapport sur une réforme des tribunaux de commerce. Je crois que ça c'est vraiment un point qui est important dans notre travail, c'est que on n'a pas voulu faire quelque chose sur le tribunal de commerce, point. Parce qu'on ne peut pas appréhender le tribunal de commerce uniquement, il faut appréhender la justice commerciale et il faut appréhender aussi derrière le droit des affaires dans toute sa complexité. Quand on parle de la réforme du tribunal de commerce ou de la justice commerciale, c'est aussi les procédures collectives qui sont derrière, c'est le droit des entreprises plus largement. Donc ce sont des points qu'on ne peut pas passer sous silence. Alors, ce rapport, vous l'avez devant vous. Vous avez, simplement, je voudrais revenir un instant sur la composition de la commission qui a travaillé pour rédiger ce rapport. Il a été présidé par Jean-Claude Magendie, premier président honoraire de la Cour d'appel de Paris. Ont participé activement aux travaux. Nous nous sommes réunis de nombreuses fois. Nous étions généralement tous présents. Et nous avons beaucoup échangé. Je crois que c'est important de le dire parce que c'est vraiment un travail collectif. Je crois qu'aucun d'entre nous ne regrette ce qui est écrit. Et je crois que nous sommes même fiers de ce travail. Je peux le dire sans... ce n'est pas modeste, mais je crois que... Enfin, c'est sincère en tous les cas. Étaient présents donc Jean-Michel Darrois, Michel Dobkin, Jean-Louis Mullenbach, moi-même et donc le président Magendie. Et nous avons rédigé ce rapport qui aboutit à 22 propositions. 22 propositions qui sont orientées autour de 5 axes. Premier axe, et on va y revenir, attribuer à la juridiction commerciale les seuls litiges dont la spécificité justifie une compétence particulière. C'est une idée très forte de ce travail, c'est l'idée que la justice commerciale, c'est-à-dire la justice confiée à des juges professionnels, à des juges chefs d'entreprise, eh bien, elle se justifie par le fait que ces chefs d'entreprise connaissent particulièrement bien les entreprises et la vie des entreprises. Et de ce point de vue, ce type de justice se justifie parce que, précisément, ils ont une approche de l'entreprise qui rend particulièrement intéressante leur intervention et particulièrement utile leur intervention. Deuxième axe, rationaliser et renforcer les moyens de la juridiction commerciale. C'est notamment dans cet axe qu'est abordée la question sensible de la place des greffes des tribunaux de commerce. Troisième axe, professionnaliser la juridiction commerciale. C'est ici qu'on parle notamment de la formation des juges des tribunaux de commerce. C'est ici également qu'on parle du rapprochement avec les magistrats, avec les juges professionnels, enfin ceux dont la profession est véritablement et uniquement de juger. Quatrième axe, réformer la carte judiciaire commerciale. C'est un point, ça ne comporte que 2 propositions, mais c'est un point qui est important puisque est envisagée notamment la réduction du nombre des tribunaux de commerce. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on reviendra ici, mais il y a l'idée que la justice, ça n'est pas un bien de consommation courant, ce n'est pas quelque chose que l'on doit aller chercher comme une baguette de pain en bas de chez soi, et il y a l'idée que même s'il faut faire quelques kilomètres de plus, c'est peut-être mieux d'aller voir un tribunal de commerce plus important, avec plus de juges, avec une compétence plus affirmée, et qui traitera l'affaire plus vite, parce que statistiquement, on s'aperçoit que plus un tribunal est petit, plus il met de temps à traiter une affaire. Donc, regrouper les tribunaux de commerce au sein de pôles, cela fait partie des propositions du rapport. Et dernier point, dernier axe, mieux appréhender les situations de conflit d'intérêts. Ce n'est pas comme on l'entend parfois en créant des règles nouvelles pour encadrer la prévention des conflits d'intérêts, parce qu'en réalité, ces règles existent déjà. C'est l'idée de mieux diffuser ces règles qui existent déjà et créer une culture du conflit d'intérêts, mieux faire prendre conscience aux juges des tribunaux de commerce, qui sont particulièrement... qui sont dans un terrain où ils peuvent rencontrer des situations de conflit d'intérêts, leur faire prendre conscience de ce qu'est un conflit d'intérêts acceptable et de ce qu'est un conflit d'intérêts auquel il faut apporter un traitement particulier. Donc voilà les 5 axes que nous avons adoptés. Nous étions un petit groupe avec des compétences assez diverses. Je vais passer tout de suite la parole au président Magendie. Et Jean-Claude, je te laisse intervenir à son tour. Bien, merci. Donc, je vous remercie à mon tour de votre présence.
sur un sujet qui, en effet, a fait couler beaucoup d'encre par le passé, et notre vision était justement une vision apaisée d'un problème dans lequel les présupposés, l'esprit partisan avait quand même causé trop de dégâts, et nous voulions, de façon apaisée, tranquille, voir comment il s'agissait de réformer. Ça, je crois que c'est suffisamment important pour que je le redise. Notre vision, c'est pas le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce est une pièce essentielle d'un élément plus grand qui est la justice commerciale. Et donc, c'était comment bâtir une justice commerciale la plus efficace, de la plus grande qualité possible. Et donc, bien entendu, à partir de là, il y avait une démarche vers le tribunal de commerce, qu'est-ce qui peut être amélioré, mais également une démarche vers les juges professionnels, en particulier les cours d'appel, pour voir comment doit se faire l'articulation entre les tribunaux de commerce et les juges professionnels. Donc ça, c'est le point de départ tout à fait essentiel. Donc nous voulions en effet éviter toute stigmatisation, étant précisé que la justice commerciale n'est pas la seule composée de professionnels. Il y a d'autres juridictions, en particulier les conseils de prud'homme. Or, à cet égard, si l'on prend les décisions, la durée des décisions, la qualité des décisions rendues, je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait les tribunaux de commerce qui, pour une grande partie, ont quand même, dans le cadre qui est le leur, apporté quelque chose à la justice. Donc, comment faire cette articulation entre juges professionnels et tribunaux de commerce? C'est le premier point sur lequel je ne viendrai qu'en complément. C'est en effet à partir du moment où on considère que la juridiction consulaire répond à des besoins spécifiques à travers une compétence particulière de ses membres, il n'y a aucune raison de la remettre en cause, simplement il faut l'adapter. Nous constatons en effet que le contentieux a considérablement évolué depuis la création des tribunaux de commerce en 1563, et nous avons d'ailleurs indiqué dans le rapport tout ce paradoxe qui fait que dans l'exposé des motifs, en quelque sorte, de la création des tribunaux de commerce, on avait dit on veut soustraire les commerçants aux subtilités des lois et règlements. C'était ce qui était dit en 1563. Évidemment, les lois et règlements qui considéraient sur les foires, les marchands et les corporations, on est aujourd'hui dans un droit économique. Et donc, évidemment, on ne peut pas prétendre, personne, je pense, ne peut prétendre sérieusement que face à cette évolution du contentieux, cette diversification, cette complexification, les structures ne devraient pas changer et tout devrait rester dans le même ordre. Donc, il faut tenir compte de ce changement du contentieux pour, d'une part, me semble-t-il, considérer que le tribunal de commerce ne doit rester compétent que dans ce qui est spécifique et qui correspond justement à l'apport et à l'intérêt des membres élus par les commerçants, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, du fait de leur expérience, vont mieux connaître le contentieux, vont inspirer mieux confiance d'ailleurs aux justiciables commerçants, puisque c'est un élément tout à fait essentiel. Mais pour ce qui n'est pas spécifique et qui, en revanche, appartient à un contentieux qui est celui du juge de droit commun, il n'y a aucune raison de soustraire, en effet, ce contentieux, notamment en nous donnant des exemples. Et si on prend en effet les actes mixtes, c'est-à-dire ceux qui, par leur nature, ne sont pas de nature commerciale et qui vont aller à la compétence commerciale du fait de la qualité de commerçant ou de société commerciale, il n'y a aucune raison, si vous voulez, que cette règle puisse entraîner une compétence commerciale qui n'est pas, si vous voulez, une compétence naturelle, en quelque sorte. Et donc nous avons
trouver un certain nombre de lignes de départage entre la juridiction commerciale et la juridiction professionnelle, en particulier donc le tribunal de grande instance puis les cours d'appel, pour indiquer que dans un certain nombre de contentieux qui, par leur nature, se rattachent, si vous voulez, à ce que le juge professionnel traite, eh bien, il n'y a pas de raison de déroger à ces règles. Mais nous avons bien voulu ne pas stigmatiser, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous faisons passer un certain nombre, on pourra en parler à l'occasion des questions tout à l'heure, un certain nombre de contentieux passent du tribunal de commerce au juge de droit commun, mais inversement, certaines matières, les baux commerciaux par exemple, qui étaient traités par les juges professionnels, passent au tribunal de commerce parce que nous estimons que par leur nature, ce contentieux sera mieux traité par quelqu'un qui connaît le terrain. Donc, vous le voyez à propos de cette répartition des compétences, il s'agit d'avoir ce fil conducteur qui est la compétence est maintenue dans ce qu'elle a de spécifique et dans ce qu'elle apporte de plus au traitement judiciaire. Donc voilà quelques précisions sur ce point extrêmement important. Je voulais parler également, peut-être insister sur un autre point qui est un rapprochement entre la justice consulaire et la justice de droit commun. Nous avons en effet considéré qu'il fallait essayer de contrer cette tendance très gauloise à l'isolement et au repli et faciliter toutes les fois que cela était possible le rapprochement entre le juge professionnel et le juge consulaire, notamment à travers des réflexions partagées, par des stages des uns chez les autres. D'ailleurs, à la Cour d'appel, on a reçu beaucoup d'ailleurs de juges consulaires. Cette meilleure connaissance des uns et des autres est tout à fait essentielle. Et également par des colloques, des réflexions partagées sur la jurisprudence, par le fait aussi que nous souhaitons que des auditeurs de justice puissent être nommés à la sortie de l'école de la magistrature directement dans des tribunaux de commerce, qui permettrait déjà d'avancer un peu sur les filières de magistrats. Nous considérons en effet, autre point commun, que magistrats consulaires, magistrats professionnels ont la même obligation aujourd'hui dans les contentieux complexes, dans une partie des contentieux complexes dont ils connaissent, qui est celui de la spécialisation. Or, cette spécialisation qui joue pour tout le monde, et donc elle joue également pour les cours d'appel. Vous me direz, hélas, puisque ici, dans un petit déjeuner, et étant en horaire, j'ai une obligation de réserve, mais un peu atténuée, que malheureusement, nous tournons le dos à tout ce qui devrait être l'essence même d'une justice de qualité, à savoir la création de filières. C'est-à-dire qu'en effet, si on fait de la propriété intellectuelle, eh bien, il ne faut pas faire de la propriété intellectuelle parce qu'on est passé d'une chambre, d'une fonction à une autre à l'occasion d'un avancement, ou bien à la Cour de cassation, puisque vous êtes un propriété intellectuelle, on vous dit que vous irez faire du droit pénal. Donc évidemment, tout cela ne nous semble pas aller, et je pense que je parle d'un ancien membre de la Cour de cassation qui connaît bien ces dérives, on ne va pas exactement dans le sens, en effet, d'une professionnalisation liée à la spécialisation indispensable pour assurer la sécurité juridique. Enfin, en tout cas, nous, ce que nous souhaitons, c'est cela, c'est-à-dire que nous demandons, et nous proposons d'ailleurs qu'il y ait des formations nationales des magistrats consulaires qui pourraient être faites d'ailleurs dans le cours des 2 premières années qui sont les années probatoires, en quelque sorte. Mais par ailleurs, il faut que les juges eux-mêmes et les membres du parquet puissent avoir des formations initiales et continues dans les domaines, notamment du commerce. Et tout ce qui peut faciliter le passage ou la connaissance d'une juridiction par l'autre est tout à fait essentiel. Je pense qu'on peut résumer les choses en disant que le juge, il serait dramatique que le juge professionnel ou le juge consulaire puisse fonder sa force sur la faiblesse de l'autre. Nous voulons, nous, créer une bonne justice commerciale qui passe donc par une approche correcte, puisque notre système est un système professionnel de magistrats élus consulaires au premier degré.
et qu'au second degré, il n'y a plus que des magistrats professionnels, il faut quand même qu'il y ait une certaine harmonie entre les uns et les autres, une certaine cohérence dans l'approche, autrement tout cela ne peut conduire qu'à une cacophonie. Donc voilà encore un point qui me paraissait important à préciser. Je voudrais également parler de la carte judiciaire. C'est vrai que on retrouve au niveau des tribunaux de commerce le même problème qui s'est posé pour les juridictions de droit commun. La réforme est faite. Bon, j'ai le droit de penser que malheureusement cette réforme a été faite à minima et aurait dû s'inspirer de ce qui avait été dit au début, c'est-à-dire en principe une cour d'appel par région et un tribunal par département. Mais enfin, les lobbies, les intérêts politiques ont fait qu'on a supprimé à peu près ce qui marchait le mieux, c'est-à-dire les tribunaux d'instance, mais on n'a pas touché ni au ressort de cour d'appel, et on a supprimé un certain nombre de TGI qui quand même vivotaient. Enfin, donc c'est une réforme à minima, et qui donc a impacté encore moins les tribunaux de commerce. Et la problématique est commune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque certaines affaires sont extrêmement complexes, cela suppose, un peu comme une clinique, d'avoir un exercice habituel de ces contentieux pour avoir précisément une sécurité juridique et une qualité de la justice suffisante. Donc là aussi, certains tribunaux de commerce devraient être rattachés à des juridictions importantes. Nous avons parlé en effet des 30 ou 35 centres économiques, je crois, comment ils s'appellent exactement. Voilà, zone principale d'activité économique. Comme en France, il faut détricoter, mais sans trop le montrer, parce qu'autrement ça bloque. Il est évident que pour les contentieux les plus simples, ils continueraient à être traités par les juridictions d'origine et passeraient finalement le contentieux complexe au niveau supérieur de regroupement, et donc regroupement à la fois de moyens et de compétences. Voilà. Alors les procédures collectives, bien sûr, dont déjà on avait une spécialisation qui avait été reconnue dans les textes, et là-dessus, bien sûr, se concentreraient en particulier les compétences dans ce domaine-là. Nous avons beaucoup insisté, en effet, on aura l'occasion d'en parler, sur les procédures collectives, sur l'aspect très stratégique des procédures collectives au sein des juridictions consulaires, avec une réflexion que nous appelons de nos voeux sur une meilleure capacité des juges, aussi bien consulaires que professionnels, de bien pouvoir identifier les mandataires, car aujourd'hui le système nous apparaît assez opaque, et donc il faudrait d'une part pour les liquidations que le parquet joue le rôle qui est le sien de pouvoir proposer le liquidateur, et il faudrait également, comme l'AGS le permet déjà, s'agissant des mandataires, d'avoir une meilleure identification, notamment pour la désignation de ceux-ci. Donc voilà un petit peu un certain nombre de précisions que je voulais donner sur les différents points. On avait terminé sur les conflits d'intérêts. En effet, pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce que les conflits d'intérêts sont étroitement liés d'ailleurs à la carte judiciaire, puisque plus la juridiction est petite, plus les conflits d'intérêts potentiels se multiplient. Donc c'est en effet d'abord dans les petites juridictions qu'il y a des conflits d'intérêts délicats et qui normalement devraient conduire des juges ou bien à se déporter ou bien à ce que la juridiction se dessaisisse au profit d'une autre. Nous avons insisté sur le fait que les conflits d'intérêts, c'est d'abord une culture à développer. On aurait pu imaginer, nous le suggérons, que notamment il y ait un magistrat référent qui permettrait une meilleure circulation aussi des informations, un magistrat référent auprès d'un tribunal de commerce qui pourrait aider les juges consulaires dans des situations de conflit d'intérêts à pouvoir éventuellement
donc les orienter et leur donner des conseils. Dernière chose que je voulais indiquer, puisque ça permettra la transition avec les propos du président argentin, c'est que nous avons souhaité que, là aussi, au niveau du tribunal de commerce, dont la grande pénurie des moyens existe aujourd'hui, puisque, évidemment, ayant été premier président de la Cour d'appel de Paris, dans l'affectation des moyens, qui, vous le savez, sont de plus en plus problématiques, non pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas suffisamment de moyens, mais enfin, il n'y a pas suffisamment de moyens dans l'inorganisation de des juridictions aujourd'hui. S'ils étaient rebâtis, je pense qu'on en aurait. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, il n'y en a pas assez. Et donc, la juridiction commerciale apparaît, si vous voulez, comme variable d'ajustement. C'est-à-dire que, de fois que c'est un peu normal, c'est-à-dire, en fait, c'est normal, oui et non. Parce que précisément, il n'y a pas assez de rapport entre les deux juridictions, que trop souvent le tribunal de commerce est considéré comme à l'extérieur, alors que précisément, il n'y a pas cette culture qui ferait que le tribunal de commerce est partie intégrante de la justice judiciaire, et il faut donc lui donner des moyens. Donc dans la pénurie actuelle, il y a une pénurie, je veux dire, encore plus grande vis-à-vis du tribunal de commerce qui est servi en dernier, et il est choquant de voir cette pénurie au moment où quand même les greffes des tribunaux de commerce ont d'énormes moyens. Donc il faudrait quand même que les greffes soient mieux intégrées au sein de la juridiction commerciale, et il faudrait également que le président du tribunal de commerce se voit reconnaître des pouvoirs hiérarchiques, disciplinaires en particulier, et le pouvoir également sur les greffes. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire, en ayant un peu dans le désordre, mais pour donner un peu l'éclairage global qui a été le nôtre, avant de passer précisément la parole à celui qui est sur le terrain, à la tête d'une très belle juridiction, qui est le tribunal de commerce de Paris. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, avant de vous donner mon éclairage de praticien sur ce sujet, je vais rebondir et puis peut-être tenir des propos un peu iconoclastes sur la question des moyens. Parce qu'en effet, les tribunaux de commerce, d'une façon générale, celui de Paris en particulier, ont des moyens très très limités. Mais après tout, c'est pas si gênant que ça. Moi, je suis chef d'entreprise et contribuable. Je ne demande pas plus d'argent. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire de bêtises. Et finalement, on s'aperçoit qu'on arrive à fonctionner avec des moyens très 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 limités. Hein, pour que vous ayez un ordre de grandeur, la décision, le coût moyen d'une décision de justice au tribunal de commerce de Paris, c'est 12 €. C'est pas mal. Et du coup, le rapport qualité-prix est forcément pas mauvais. Bon, plaisanterie mise à part, je voudrais donc vous apporter un éclairage de praticien, et si vous le permettez, essayer de sortir un peu de la photo qu'on vient d'évoquer, parce que je crois que le tome 2 de la justice commerciale rénovée et réhabilitée devra se poser un certain nombre de questions, pas tant sur le fonctionnement de la justice commerciale que sur les lois. Et moi, je rencontre au quotidien un certain nombre de problèmes qui me font dire que les textes ne sont pas adaptés à la justice commerciale. Alors, je vais commencer par un exemple extrêmement trivial. En matière par exemple, je suis extrêmement soucieux des délais que prend la juridiction pour rendre ses décisions. On suit ça de façon précise. Et ces délais, globalement, ils sont bons. Il y a un seul domaine dans lequel ils sont très mauvais, c'est dans le traitement des contentieux. De ce fait, on a un délai de traitement des contentieux qui sont soumis au tribunal de commerce de Paris qui, à mon avis, ne sont pas satisfaisants pour le justiciable. Pourquoi ? Parce qu'on a une procédure orale, que le juge n'a pas la possibilité de prononcer la clôture des débats, comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres juridictions, et qu'il y a un texte extrêmement simple qui permettrait au juge de prononcer la clôture des débats, permettrait dans un délai d'absorption finalement assez rapide, de réduire de 30 à 40% le délai de production des décisions. Alors, vous voyez, je vois les choses par le petit bout de la lorgnette, mais ça, c'est un exemple concret. Il se trouve que moi, je suis aussi justiciable, puisque je suis patron d'entreprise, et que j'ai toujours le sentiment que les décisions prises par les tribunaux de commerce sont trop longues. Deuxième exemple, en matière de traitement des difficultés des entreprises, c'est un petit peu plus compliqué.
Mais on vit avec un espèce de péché originel dont il est temps, me semble-t-il, de se laver. Quel est ce péché originel? Ce péché originel, c'est que le droit des difficultés des entreprises repose sur un triptyque qui est « il faut sauvegarder l'emploi ». C'est plutôt ambitieux, c'est plutôt sage. Il faut essayer de maintenir l'activité de l'entreprise. Ça, on peut discuter déjà, parce que si on maintenait à tout prix les activités des entreprises, on aurait encore des fabriques de voitures à cheval. Et puis, il faut traiter les créanciers. Ça c'est un vœu pieux, parce que dans la pratique, les créanciers, ils ne voient jamais rien. Ce triptyque qui fonde le traitement des difficultés des entreprises a une approche purement microéconomique. On traite le cas de l'entreprise concernée. C'est un texte qui a été fait, c'est une religion qui a été faite sans consulter les économistes, et il est temps de se poser la question de savoir quels sont les effets macroéconomiques des décisions qui sont prises dans le respect de ces textes. Et ben moi, je peux vous dire que c'est mon avis, ma perception, les impacts, les incidences macroéconomiques des décisions qui sont prises dans le respect de la loi, car mes juges ne peuvent pas faire autrement que respecter les textes qui leur sont fournis par le législateur, ces effets sont extrêmement négatifs. Ils sont négatifs pour l'emploi, ils sont négatifs pour l'activité. Je peux prendre quelques exemples. Le droit des sûretés, aujourd'hui, est absolument pas... Le traitement des difficultés des entreprises, quand on regarde la façon dont est traité le droit des sûretés pour les créanciers, c'est extrêmement négatif pour les créanciers. La conséquence de ça, c'est que probablement ça participe de la raréfaction de l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. C'est un peu comme l'affaire et les impôts. Plus on augmente le taux d'imposition, il y a un moment, ça n'a pas d'effet sur l'encaisse du Trésor. On a un droit des difficultés des entreprises qui maltraite les créanciers. On a un droit des entreprises en difficulté qui donne un avantage absolument incroyable. Alors, encore une fois, je suis chef d'entreprise. Peut-être mon propos va vous paraître un peu curieux, mais l'actionnaire est mieux traité que le créancier. L'actionnaire, le dirigeant actionnaire d'une entreprise en difficulté qui a une boîte qui ne vaut plus rien, se retrouve avec une option à coût nul sur un avenir incertain qui est financé par le créancier. Sur le plan macroéconomique, c'est absurde. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui prend les risques qui prend les décisions. Donc je pense qu'il faut, là, sur ce sujet du traitement des difficultés des entreprises, remettre tout ça à plat et essayer d'avoir une approche macroéconomique pour faire des textes adaptés. Je vous fais grâce de commentaires qui vont paraître également iconoclastes sur le traitement des salariés. La loi de sécurisation de l'emploi du mois de juin dernier, qui permet d'attribuer aux salariés des indemnités supralégales, si vous me permettez le système, va flinguer le truc. Je pèse mes mots. Nous avons des situations dans lesquelles on voit des salariés qui ont plus intérêt à ce que l'entreprise soit liquidée dans les plus brefs délais et être licenciée. C'est absurde. C'est absurde. Alors, l'ordonnance qui est en préparation actuellement à la Chancellerie me donne un peu d'espoir parce qu'il va être sans doute possible de prononcer des plans de continuation en soumettant ces plans à l'éviction de l'actionnaire. Alors, ça pose des tas de questions, mais je pense que c'est un progrès. Parce qu'il est temps également, et je crois que ça sera dans l'ordonnance dont je vous parle, il est temps également de mettre de la compétition dans les recherches des solutions. Il ne faut pas que le droit de priorité du dirigeant qui présente un plan de continuation des entreprises soit un droit de priorité qui empêche les créanciers de faire leur job. Aujourd'hui, dans la pratique, les créanciers n'ont quasiment pas leur mot à dire dans les procédures. Il faut inciter les créanciers à proposer des alternatives aux solutions des dirigeants. Alors, ce sujet est un peu plus compliqué que la question des délais et de la clôture des débats en matière de contentieux, mais nous avons, en matière de traitement des difficultés des entreprises, un chantier conceptuel. Donc, moi, je suis praticien, donc je ne suis pas qualifié pour traiter ce chantier conceptuel. Comme on a un professeur ici, peut-être qu'il va trouver un de ses collègues professeurs d'économie pour progresser. Nous avons un gros chantier qui devrait nous permettre, tout en gardant la culture française, puisqu'il ne s'agit pas de passer dans un système, enfin il ne me semble pas qu'il s'agisse de passer dans un système comme on a chez les anglo-saxons avec la totalité du pouvoir entre les mains des créanciers, mais je crois qu'on a un gros chantier à ouvrir sur ce sujet-là. Et puis la troisième remarque,
et là je vais faire un peu de plaidoyer pour ma paroisse, je crois aussi qu'il y a la question de l'office du juge. Nous n'avons pas en France la culture du désaccord pacifique. Les justiciables qui viennent au tribunal de commerce, je le vois bien, viennent pour qu'on prenne des décisions. Et moi, je prétends que les solutions, la concorde est souhaitable. Le traitement amiable fait partie de l'office du juge. Le code de procédure le prévoit. Je fais la promotion permanente, et j'en profite. Je profite de cette réunion pour le dire, que les bonnes solutions en matière économique sont des solutions, très souvent, qui sont négociées. Je vais vous passer, je pourrais vous faire un inventaire pendant 1 heure sur le sujet, mais on mène un certain nombre d'expérimentations sur ce plan-là, et on s'aperçoit que les solutions négociées sont toujours meilleures que les solutions imposées. C'est pas dans notre ADN, mais c'est pas parce que c'est pas dans notre ADN qu'il ne faut pas essayer de changer. Et sur ce plan-là, ma conviction, c'est que le juge consulaire, le chef d'entreprise, qui par nature négocie avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses salariés, avec ses banquiers, enfin qui passe son temps à négocier, il a un ADN qui peut apporter à la justice économique un petit quelque chose pour évoluer et développer des solutions amiables. Pour terminer, je voudrais dire également un mot sur le modèle de justice économique qui repose sur ce juge bénévole qui n'est pas juriste. Souvent, j'entends dire que c'est un modèle qui existe depuis des siècles et que donc c'est bien. Moi, je ne pense pas que ça soit bien parce que ça existe depuis des siècles. Je pense que c'est un modèle qui est extrêmement moderne pour une raison très très simple, c'est que les situations juridiques qu'on a à traiter en matière de contentieux économique, dans les tribunaux de commerce, ces situations juridiques sont pour 99% des situations qui sont simples sur le plan du droit. En revanche, elles sont souvent complexes, voire très complexes, sur le plan des faits. Et le job du juge économique, c'est de démêler une situation juridique simple au milieu de faits complexes. La valeur ajoutée du juge consulaire, c'est que c'est probablement pas le meilleur juriste. Enfin, je pense que les magistrats professionnels sont plus solides sur le plan du droit, mais sur la question de démêler, sur la question de la capacité de démêler l'écheveau des faits complexes, je crois qu'il est susceptible d'apporter une valeur ajoutée très différenciante. Voilà quelques mots sur ma vision de la question que nous avons aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président.